pendant que je poussais, je l'ai entendu dire je n'arrive pas à attraper son menton. Donc ça, c'était mon bébé. Et mon mec, qui a assisté à tout, m'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc les forceps, ces grosses spatules qu'ils introduisent dans le vagin pour retirer le bébé par la tête, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, et il a choisi les ciseaux. Et donc moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau. Et je me suis pas rendu compte de ce que c'était sur le moment, tu vois. Et surtout, t'es tellement dans un truc de je veux que le bébé aille bien, que tu te dis il vaut mieux que moi je souffre plutôt qu'il lui attrape la tête, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Émilie, salut! Salut! Comment ça va? Eh ben écoute, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Pourquoi, Émilie, es-tu fatiguée? Tout simplement parce que j'ai un petit bébé de 2 mois et 2 semaines précisément. Ça y est, je fais partie. Eh oui, quelle idée. Et je fais partie des gens relous qui parlent en mois et en semaines, donc c'est précis. Alors que tout le monde s'en fout royalement. Mon bébé a 18 semaines, mon bébé a 18 mois. On s'en fout. Mais voilà. Ok, t'as une petite fille? J'ai une petite fille, ouais. Une petite merveille, n'est-ce pas? Très objectivement. Je te crois sur parole. Franchement, En vrai, dans 2 mois, je te dirais, mais en fait, elle était trop moche. Ah ouais? Ouais, ça fait ça, hein. Les gens te montrent les photos, ils te disent elle est trop belle, et puis après, pas forcément mon enfant, hein. Et puis après, l'enfant grandit, et il regarde les vieilles photos, et ils se disent ah ouais, non, finalement, elle était pas si belle que ça. En tout cas, moi, ça m'a fait ça dans mon entourage. Et je me dis que ça va me faire ça avec ma petite aussi. Tu veux dire que les gens après finissent par regarder les photos des enfants que tu connais, c'est ça? Ouais. Et toi, tu t'es dit finalement ils sont pas si beaux. D'accord. C'est ça. Ah, je me suis peut-être mal exprimée. Non, ouais, je suis fatiguée. Mais un nouveau-né, c'est particulier. Voilà. C'est le mot, ouais. C'est quand même, c'est vraiment une sorte de mini nous, quoi. Tu vois, c'est complètement dingue. Ah non, mais c'est pire que ça. C'est perso, moi, elle fait rien du tout, à part dormir, bien sûr. Elle mange. Elle mange, bien sûr. Et genre, elle me manque de dingue. Et je la trouve géniale, alors que juste, elle dort et elle mange, quoi. Donc, c'est vraiment particulier. On va en reparler, mais une forme de lien animal, c'est ça? Ouais. Oh, c'est trop ça. Ok. Et je l'allaite, donc quand elle est à mon sein, genre, c'est vraiment animal. Elle met sa tête dedans et tout. Et genre, tu sens une connexion. Mais je peux même pas la décrire tellement moi-même, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est fou, et tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est plus fort que tout, quoi. Alors qu'en réalité, c'est juste un bébé qui se nourrit, tu vois. Et ouais, non, mais c'est taré. Mais je sais pas à quel point, effectivement, on projette aussi un truc, tu vois, sociétalement. Ouais. Autour de l'allaitement, et c'est un truc beau. Enfin, tu vois, il y a plein de choses hyper positives autour de l'allaitement. Il y a plein de trucs aussi négatifs, parce que si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui refusent que des femmes, par exemple, allaitent en public, etc. Enfin, j'ai vu qu'il y avait toute une campagne autour de on peut allaiter partout, quoi. Mais il y a aussi, je trouve, dans l'inconscient collectif, tu vois, un truc très 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 chouette c'est une connexion entre maman et bébé, etc. Et c'est vrai que d'ailleurs, toi, en tant que mec, c'est un peu compliqué. Il faut réussir à trouver ta place aussi par rapport à ça, et trouver une façon, tu vois, de créer un lien, quoi, un peu différent. Ah ouais. Et bon courage d'ailleurs pour les mecs, parce que quand tu vois le lien que ça crée, enfin moi, mon mec, à chaque fois qu'il la voit, il me dit mais je la vois jamais aussi sereine que quand elle tète au sein, hein, parce qu'elle prend aussi le biberon, et il est dans un truc de mais justement comment je peux faire, quoi. Alors du coup, c'est vrai qu'il joue vachement plus avec elle, parce que ça crée un autre lien, et tout. Comme il est danseur, il danse avec elle, il lui montre des petits mouvements, et tu vois qu'elle rigole, même si je pense qu'elle est pas encore consciente de ce qu'elle fait. Mais ouais, non, le lien, il est fou, quoi. Tu m'as également abordé en oui. me disant, je veux qu'on parle de l'épisiotomie. Absolument, il faut qu'on en parle. Ok, on va parler de l'épisiotomie. Très glamour, mais non, il faut en parler, je pense. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'es venue l'envie d'enfant? Ah d'accord, donc on parle pas du tout d'épisiotomie. Plus tard, ça va venir. Bien sûr. On a le temps, hein.
L'envie d'enfant, elle est venue avec mes neveux. Parce que j'ai toujours été dans un truc de je sais pas si je veux des enfants, on verra. Il y avait même des moments où je me disais je veux pas de mec. Enfin tu vois, j'étais vraiment dans un truc où j'étais très bien dans ma vie. Et ma sœur a eu 2 enfants. Et en fait, au premier, ça a été fou, mais complètement taré. Et je me suis dit, mais le rôle de ma vie, c'est d'être tata, en fait. Mon neveu me manquait de malade. C'était indescriptible. Je connaissais pas ce truc-là. Là, il a 7 ans. Mais toi, t'avais quel âge? Ah, moi, du coup, j'avais... Attends, j'ai 30 ans de moins. Non, j'ai 30 ans de plus. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. T'avais 30 ans, donc. Oui, c'est ça, j'avais 30 ans, putain, n'importe quoi, Émilie. J'aime beaucoup parce que t'as pas besoin. Comment dire que t'as un nouveau-né sans dire que t'as un nouveau-né? Non, mais c'est juste. Ça. T'as le cerveau qui est là. Mais je pensais que c'était un mythe et que les parents exagéraient pas du tout. Non. Oui, donc j'avais 30 ans. Tu sais que le manque de sommeil est une torture, hein. C'est une technique de torture. Donc bon, c'est pas du tout. C'est pas du tout un mythe. Ouais, non, donc j'avais 30 ans. Et ça a créé ce truc-là. Et après, j'ai eu un autre neveu. Là, il va avoir 3 ans. Et en fait, à chaque fois, il y a eu un lien de malade. Et c'est là où je me suis dit, ça doit être hyper fort quand c'est ton enfant. Après, je suis tombée sur le bon mec aussi. Et c'est ce qui est toujours une bonne chose. C'est vrai. J'avoue, là, je me suis pas foirée. Enfin, en tout cas, pour le moment. Et faut quand même être honnête. Pour le moment, tout se passe bien. Donc, c'est très, très bien. Pas de regrets. Et je vais réécouter ce podcast un jour. Je vais me dire, mais j'aurais dû dormir avant d'y aller pendant une semaine. Et donc, un jour, il m'a dit qu'il voulait des enfants. Et moi, je me voyais très bien maman avec lui. Et c'est venu comme ça. Aussi simplement que ça. Tout simplement, ouais. Et c'est venu aussi après le confinement, parce qu'avant le confinement, j'étais à fond dans mes projets, mon spectacle et tout, mes livres, mes pièces de théâtre. Et j'avais l'impression que c'était le truc de ma vie, que c'était ça, ma mission de vie, quoi. Et en fait, après le confinement, ça a un peu tout remis à sa place. Comme pour plein de gens. Pour beaucoup, voilà. Et je me suis dit, non, c'est finalement, ma mission de vie. Ouais, c'est ça. C'est le truc qu'il me faut maintenant, quoi. Il y avait tout qui était aligné, en fait. Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Si. Comment t'as vu l'envie d'enfant? Donc vraiment c'est. Ça va? Ça va. Petit verre d'eau? C'est mon 3e café en plus, donc ça va hyper bien. Ouh là là. Mais c'est très bien parce que tu vois, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui écoutent aussi ces podcasts et je trouve que c'est important de dire la vérité. Mais tu vois, je me souviens plus, par exemple. C'est-à-dire que vraiment, le manque de sommeil, c'est aussi ce qui fait que tu finis par faire un 2e enfant, quoi. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, t'oublies que vraiment t'étais fracasse, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. C'est complètement ça. Déjà là, ça fait donc 2 mois et 2 semaines. À chaque fois, ça va être très précis. Et j'ai oublié le premier mois quand je l'allaitais vraiment tout le temps et que c'était une torture et que j'en pouvais plus, quoi. Parce que vraiment, toutes les 3 heures, une demi-heure au sein, c'est éprouvant. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Le cerveau est très bien fait, je crois, vraiment pour qu'on fasse en sorte de perpétuer l'espèce. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, t'oublies, quoi. Ah, c'est ça. C'est cool. Un oubli total. Comment s'est passée ta grossesse? Alors franchement, elle s'est super bien passée. Est-ce que tu te souviens, avant ça, est-ce que tu te souviens comment t'as appris que t'étais enceinte? Parce que tu me racontais, juste avant qu'on commence à enregistrer, que t'as eu un peu de mal à ovuler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le mot. C'est ça. Mon corps ne voulait pas. Alors attends, juste, c'est grâce à Laurie Perret, mais je vais t'expliquer juste après que j'ai su que j'étais enceinte, mais indirectement. Mais oui, à la base, quand on a décidé donc de faire un enfant, j'ai capté que je n'ovulais pas régulièrement, j'avais pas mes règles. Donc là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris trop de pilules? Surtout que j'en avais des micro-dosées qui te coupent les règles et tout, et j'avais donc déjà 30 ans. Ah oui, donc t'avais pas de règles, t'avais jamais de règles pas régulières. À cause ou grâce à ta pilule? Je sais pas si c'était en lien, mais en tout cas, c'était comme ça. Je sais que j'avais des micro-kystes polycystiques, un truc comme ça, enfin, j'ai pas trop retenu le nom. Mais qui fait que mon corps faisait sa vie, c'est mon gynéco qui me l'a dit, même si c'est pas le bon terme. Et donc, il m'avait dit, on va vérifier que tu peux avoir des enfants, que tu puisses avoir des enfants, pardon. Et il y a 3 trucs, c'est l'ovulation, mais moi c'était loupé avec une prise de sang, spermogramme donc pour le mec et que les trompes soient perméables pour que l'œuf puisse vraiment s'accrocher parce que si c'est obstrué, il faut nettoyer quoi. Et j'ai oublié une partie. Mais donc du coup, non parce que du coup c'est hyper important, on nous dit pas tout ça et je trouve que c'est hyper important d'en parler. Mais du coup, je suis tombée enceinte juste avant de faire la radio, qui donc devait vérifier si c'était possible que l'œuf s'accroche quoi. Mais à la base,
j'étais persuadée que j'allais devoir prendre un traitement. Donc c'est comme la pilule, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça te fait ovuler de manière régulière, ça te bourre de je sais pas quoi, d'hormones et de plein d'autres trucs. Mais du coup, j'ai pas eu à le faire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que on peut aussi vérifier quand on ovule. Parce que ça, c'est vraiment une anecdote que je trouve marrante, mais peut-être que la semaine prochaine, en écoutant le podcast, je me dirais c'était pas drôle, Émilie. Mais en fait, une pharmacienne m'avait dit, pour savoir si on ovule quand est-ce qu'on ovule, il faut prendre sa température. Sauf qu'il faut pas la prendre dans l'oreille ou sous le coude, il faut la prendre dans l'anus. Donc tous les matins, avant de sortir du lit, tu dois t'insérer un thermomètre dans l'anus. Mais c'est sympa. Parce que du coup, t'as une température constante tout le temps. Avant d'ovuler, la température chute, et le jour où t'ovules, elle augmente. Donc tu peux savoir aussi comme ça quand est-ce que t'ovules plutôt que de faire pipi à chaque fois sur les tests d'ovulation, quoi. Donc j'avais commencé à faire ça. J'en profite parce qu'il y a je sais qu'il y a des femmes qui utilisent cette méthode comme moyen de contraception. Je tiens à dire que ce n'est pas un moyen de contraception officiel, quoi. Ouais, non, tu fais bien de le dire. Surtout s'ils se prennent la température dans l'oreille, quoi. Ah ouais, il faut vraiment. Je sais pas après. Hein, et en plus, elle m'avait dit, il faut surtout pas bouger avant. Il faut vraiment, genre, tu te réveilles et paf, quoi. Si tu bouges, que tu sors du lit, que tu vas aux toilettes, ta température change. Donc il faut. Ah ouais, non, c'est pas un moyen de contraception. Mais du coup, c'est en faisant ça, parce que du coup, tu notes tous les jours, que j'ai capté que je ovulais pas régulièrement. Voilà. Donc c'est pas du tout dans l'ordre les étapes, mais j'avais pas mes règles. Du coup, j'ai pris ma température. Je suis allée voir mon gynéco en disant j'ovule pas régulièrement, je crois. Il m'a fait faire une prise de sang, il m'a dit en effet tu n'ovules pas régulièrement. Faites un spermogramme et après on fait la radio. Et avant de faire la radio, j'étais enceinte en fait. Ok. Ton mec a fait un spermogramme ou Ouais, pas par contre lui il l'a fait. C'est toujours un super moment. Il me semble que c'est un super souvenir, ouais. On a parlé dans l'histoire de Daron, j'ai fait un épisode spécial vasectomie si tu veux où t'es obligé de faire un spermogramme, n'est-ce pas, à un moment donné pour vérifier que tu tires définitivement à blanc. Bref, digression totale. Mais c'est tellement magique en fait, une fois que t'es dans le monde des parents, il y a tellement d'histoires que tu ne peux comprendre que quand t'es parent en fait. Je suis pas. Ah ouais, tu crois? Non, je crois pas. Je trouve que c'est cool justement de le raconter parce que je crois que quand t'es pas parent, il y a un vrai. T'as pas la même vision sur le truc, mais je trouve que c'est bien aussi de l'entendre. Il y a plein de nullipards, tu vois, de gens qui écoutent, qui ont pas d'enfants, qui écoutent mes podcasts. Ah oui, non, mais bien sûr, je pense que c'est hyper intéressant. Mais tu sais, de réaliser. Moi, on me disait souvent, dors maintenant parce qu'après tu pourras pas. Et tu sais, tu réalises pas en fait. Non. C'est plus sur ce truc-là. Okay. Mais c'est l'expérience qui fait le vécu. Et tu vois, tu finis par tirer les propres leçons de la vie que tu passes, quoi. Et alors, du coup, avant d'oublier, j'ai découvert que j'étais enceinte. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cerveau, mais parfois je me rappelle quand même de trucs qu'il faut que je dise. À l'époque où Laurie était enceinte, on a un ami en commun en fait. Donc Laurie Perret qui est humoriste. Oui, voilà. Toi-même non mais je remets un peu de contexte pour les gens. Tu sais c'est mon métier. Laurie Perret qui est humoriste, qui a fait le premier épisode d'Histoire de Daron. Et donc que tu connais par ailleurs, c'est ça. C'est ça, oui. Et je me dis mais Émilie, mais tais-toi. Oui, non mais c'est vrai, c'est bien de resituer. C'est important. Surtout qu'elle est tellement drôle. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas forcément. Il faut dire qu'elle est Laurie. Mais oui, on a un pote en commun qui un jour me dit ouais, j'ai une pote, elle a découvert qu'elle était enceinte parce qu'elle était fatiguée. Et il m'avait pas dit qui c'était. Et c'est un jour où on s'est croisés parce que du coup, comme je traîne aussi dans le milieu de l'humour, on se croise, on se décroise quoi. Et donc j'apprends que c'était elle quoi. Et c'est parce que mon pote m'avait dit que tu pouvais découvrir ça en étant fatiguée entre guillemets, tu vois, parce que moi je pensais que t'avais mal au sein, t'avais les nausées, les trucs classiques quoi. Ouais. Et en fait au mois de juin, parce que je suis tombée enceinte donc fin mai, j'étais crevée et je me suis dit peut-être que c'est les travaux qu'on a fait début mai parce qu'on a déménagé machin tout ça. Et je me suis dit mais quand même un mois après ce serait bizarre. Oui. Et comme on voulait des enfants, j'avais à la maison test d'ovulation, test de grossesse et un matin vraiment je me dis vas-y je fais le test, ça se peut c'est ça. Mais j'y croyais pas une seconde parce que moi, dans ma tête, j'attendais d'avoir mes règles pour faire cette fameuse radio qui vérifiait ou pas si je pouvais donc garder l'œuf, quoi. T'étais pas branchée sur pas du tout. This is happening. Ah ouais, moi j'étais vraiment dans un truc de quand est-ce que mes règles arrivent, quoi. Et en fait, je fais pipi sur le truc, je vais me faire un café et je reviens et là, je vois les 2 barres et je fais ouah. Et en fait, hystérie totale, j'étais trop contente. Enfin, c'était taré. En plus, j'étais toute seule à la maison, donc j'étais toute seule dans mon délire. Oui, parce qu'en plus, t'étais partie pour te dire, ok, ça va partir en traitement hormonal, etc. Quoi. Donc potentiellement un une truc galère, un peu lourd, quoi. Ouais. Et puis un truc pas du tout naturel, qui fatigue aussi, je pense. Je l'ai pas vécu, mais je pense quand même le couple, parce qu'après t'es dans un truc de, ok, la j'ovule, faut y aller, et t'es dans une toute autre démarche en fait. Plutôt mécanique et plutôt planifié, plutôt. Ouais, plus du tout d'imprévu, quoi. Et donc j'étais complètement sur le cul. Il y a pas d'autre expression. C'était genre ouah. Truc de dingue.
Donc voilà, donc j'ai su via l'expérience de Laurie, parce que je me suis dit tiens, c'est vrai qu'en étant fatiguée, on peut être enceinte, que j'étais enceinte quoi. Ben, bravo. Merci. Comment s'est passée ta grossesse? Donc super bien. Ouais. C'est vrai qu'on avait commencé à dire ça. J'ai pas eu de nausées, tout ça. Juste j'étais fatiguée. À la fin, comme elle était déjà à la tête en bas et que elle était très basse, ils m'ont dit il faut être alité. Au final, ça n'a servi à rien, mais sur le moment on pouvait pas deviner. Ouais. Parce qu'ils m'ont déclenché et elle voulait pas sortir parce que mon périnée était vraiment très tonique, donc il retenait vachement. Je veux pas sortir. Non mais bravo pour ce périnée tonique. Merci. J'ai envie de te dire, ouais. de te féliciter. Mais écoute, il te remercie. Là, ça se voit pas, mais j'ai regardé mon périnée, donc. Périnée, c'est un mot, là, je fais la rééducation du périnée. On sait pas trop ce que c'est, hein. C'est genre un peu flou. Mais c'est tellement important. Mais c'est hyper important. C'est en fait tout le réseau de tissus. J'en profite pour faire un peu d'anatomie, une petite leçon, même si je suis trop nulle en anatomie, qui part donc du pubis jusqu'à l'anus, en fait. C'est vraiment tous les muscles qui retiennent tout, l'envie de faire pipi, le bébé, voilà. J'ai une amie qui me racontait qu'elle avait accouché aux États-Unis et que en fait la plupart de ses amies américaines n'ont pas fait de rééducation du périnée après l'accouchement, et en fait c'est un délire parce que c'est pas du tout dans le process de suivi, tu vois, post-accouchement là-bas. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est, tu vois, je sais pas si c'est culturel, si il y a aussi un truc de comme il y a pas de sécu social, tu vois, le truc est pas vraiment organisé. Et donc en fait elle dit mais les meufs à 35 piges, elles éternuent, en fait elles se pissent dessus quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout plus tard t'as les descentes d'organes et tout quoi. Mais c'est vrai que c'est un autre délire. J'ai des amis qui y vivent et genre l'allaitement là-bas, si t'allaites pas, genre t'es une mauvaise mère quoi. Ouais. C'est un autre délire. Ouais. C'est culturel. Ouais, complètement. Ok. Mais donc... du coup, ça s'est hyper bien passé. Et comme je te disais, vu que maintenant j'habite en banlieue parisienne et que j'ai accouché dans le 16e, j'avais hyper peur. C'était mon seul truc de la grossesse qui me faisait peur et qui était pas positif. C'est que j'avais trop peur de pas avoir le temps d'aller accoucher. Et finalement, ils m'ont dit, elle a une grosse tête et vous avez un petit bassin. Au final, elle a une tête tout à fait normale. Peut-être qu'elle peut pas passer. Il faudrait peut-être déclencher pour être sûr qu'elle puisse passer et pas devoir avoir recours à la césarienne. Et au final, c'était ma seule crainte et ma seule angoisse. Et comme ils m'ont déclenché, c'était prévu. Ok. Et vraiment, de A à Z, ça s'est bien passé, quoi. J'ai accouché hyper vite, j'ai perdu les os, ça c'est un délire aussi, genre c'est Titanic. J'ai pleuré, oh, je mouille le lit. Qu'est-ce que je m'en fous? J'étais en train de pleurer parce que je perdais les os. Et en fait, je les ai perdus à 18h30 et à 22h, elle était là. T'étais saoulée parce que t'étais en train de mouiller tes draps, Je pleurais. Genre, j'ai appelé la sage-femme, je suis désolée et tout. Enfin... T'étais désolée d'avoir perdu les os. d'avoir mouillé le lit. Ouais, non, mais c'est un délire. Je suis très heureux. Tu sais que je suis très heureux de t'avoir là maintenant parce qu'en fait, les souvenirs sont très frais. Et tu vois, je pense que dans 3 ans, peut-être t'auras oublié cette anecdote de, alors peut-être pas maintenant que c'est dans un podcast. C'est ça, merci, hein. Mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir des toutes jeunes mamans, tu vois, par rapport à ça. C'est que c'est frais. T'as des, voilà. C'est vraiment frais. T'as des histoires assez fraîches. Une épisiotomie très fraîche aussi. On va en parler. Comment s'est passé ton accouchement alors? Parfait. Ouais. Genre la meuf. Non mais vraiment. Non, pour de vrai, ça a été hyper rapide. Donc comme je te disais, surtout que c'est un premier bébé, en général, il paraît que tu mets du temps. Mais vraiment, j'ai perdu les os à 18h30, à 22h, elle était là. Ouais. Ok. Par contre, comme ils m'ont déclenché, les contractions étaient violentes direct. Il n'y a pas la montée. Donc comme l'utérus prend tout le ventre jusqu'au niveau des seins, t'as vraiment mal partout et j'avais vraiment envie de mourir, mais de mourir vraiment. Je me couchais sur le lit et tout et la sage-femme était top. Elle me disait pour vraiment que ça aille vite, mettez-vous sur le ballon. Elle disait à mon mec de me masser le dos. D'ailleurs, conseil aux mecs qui écoutent pendant l'accouchement, si vous demandez quoi faire, la majorité du temps, c'est genre juste se taire parce qu'on est tellement saoulés et vénères qu'il faut genre juste pas parler. Ça, c'est un délire aussi. Je suis très heureux d'avoir des paroles de mère, tu vois, maintenant, après avoir entendu les mecs qui disaient « Moi, je sais pas quoi faire. » Ah ben vraiment. Et d'ailleurs, mon mec avait demandé à sa sœur, qui a 3 enfants, qu'est-ce que je peux faire pour aider Émilie? Et elle lui avait dit « Dis rien, tais-toi. » C'était genre le conseil. Donc je pense que c'est pas que moi, c'est vraiment genre il faut nous laisser quoi. Ouais. Mais je ne parle qu'en mon nom et donc en celui de la sœur de mon mec. Mon ex a comparé ça à un marathon, tu vois, en disant en fait moi j'ai juste envie d'aller au bout. Ouais. Et qu'en fait c'est comme si t'étais en train de me dire comment je peux t'aider alors que ta gueule en fait. C'est ça. Attends-moi à la fin et file-moi de l'eau. Parce qu'en fait t'es toute seule à pouvoir courir un marathon quoi, tu vois, il y a personne qui peut te porter quoi. C'est ça.
Mais c'est terrible en tant que mec, hein, je tiens à te le dire, c'est que vraiment, pour moi, c'était je me permets de partager ma petite expérience. Pour moi, c'était vraiment le summum de l'inutilité, du sentiment d'inutilité qui m'a parcouru et qui m'a suivi pendant toute la grossesse, en me disant, d'un point de vue de la survie de l'espèce, en fait, je sers à rien. C'est-à-dire que je peux mourir demain. Franchement, je peux passer sous un camion demain. Mon enfant naîtra quand même. Tu vois, là où s'il arrive un truc à ma femme, eh bien globalement l'espèce ne survivra pas, quoi. Oui, tu vois. Ça. Et je trouve que l'accouchement c'est vraiment le truc. Et je comprends aussi, tu vois, que ça a été pendant très longtemps une histoire de femme où il y avait pas les mecs et tout. C'est qu'en fait en tant que mec, t'es là mais pourquoi faire ? Tu sers à rien. Oui. Mais c'est pas que tu sers à rien, c'est que t'as un autre rôle, je trouve. Parce que dire que tu sers à rien, c'est quand même hyper violent, tu vois. Non, je dis pas que j'ai servi à rien, mais c'est vraiment un vrai sentiment d'inutilité chelou, c'est ça. quoi. Ouais. Quoi qu'il arrive, en fait, je peux rien faire, juste je te tiens la main si tu veux. Et en plus, moi je viens de te dire, taisez-vous, donc c'est vraiment genre, soyez inutile, quoi. Non, mais parce que vraiment, c'est un délire. J'avais lu une BD qui s'appelle La naissance en BD, d'ailleurs, qui est géniale, de Lucille Gomez, si je me souviens bien. Et pareil, elle disait, l'homme, il peut juste t'accompagner. Alors, elle disait pas du tout qu'il faut se taire, hein, mais elle est hyper bienveillante et tout. Elle replace la femme au cœur de l'accouchement et non pas le médecin, parce que c'est vrai que dans notre société, c'est souvent le médecin, le héros, alors qu'en fait, c'est la femme. Et l'homme, c'était accompagnant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est les massages, c'est demander justement ce que tu peux faire et tout. Bon, après, ça dépend des femmes, mais c'est vrai que moi, il fallait juste qu'il se taise, quoi. Mais du coup, il m'a fait les massages dans le dos quand j'étais sur le ballon. Et j'ai vu ça comme un marathon parce que je me suis dit, moi, je voulais la péridurale. Je me suis dit, la sage-femme vient de me dire qu'il faut que je tienne 1 heure sans péridurale. C'est hyper violent, je vais mourir, mais je sais que dans 1 heure, je vais être soulagée. Oui. Et en fait, je voyais la fin et ça m'a vachement aidée. Et donc, j'avais envie de mourir, donc j'avais les contractions. Alors après, t'as pas du tout envie, mais elle vient et elle regarde à combien t'es ouverte, donc du coup, t'es dans un truc de non, mais je veux que ça sorte. Enfin, c'est très particulier parce que du coup, tout le monde te met des doigts pour voir où t'en es. Et en fait, elle m'a dit c'est bon, on descend. Excuse-moi, mais pourquoi tu dis que c'est très particulier ? Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment eu envie de mourir, mais littéralement. Ouais. Et en fait, t'as envie que ça sorte et t'as pas du tout envie qu'on te fasse des massages, ni qu'on te parle, ni de devoir te coucher pour qu'elle check à combien t'es dilaté, tu vois. Okay. Moi, je voulais pas qu'on me touche, mais t'es obligé parce que tu descends pas en salle de travail tant que t'es pas dilaté assez, quoi. Pour les nullipares, en gros, vous devez être dilaté à environ 10 cm avant de... C'est ça, si je me trompe pas ? 10, c'est quand il sort. Moi, à la clinique de la Muette, avant d'aller en salle de travail, c'est combien ? Elle m'a dit 2. Mais ça dépend des cliniques. D'accord. Parce que j'ai des copines, c'était 3, par exemple. Okay. Mais à la Muette, ils posent la péridurale à 2. Ok. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle... Faut que j'update. C'est pour ça qu'elle m'a fait m'asseoir sur un ballon, donc les jambes écartées, pour aider pour que le poids du bébé aide l'ouverture du col. Pardon, je confonds avec la salle d'accouchement, où vraiment c'est. Voilà, c'est la salle fin, de travail, ouais, pardon. Moi j'ai dit la salle de travail, mais c'est ça. D'accord. Et pareil, en salle, donc ils m'ont posé la péridurale donc en bas en salle de travail d'accouchement, et elle m'a mise en position du Bouddha pour vraiment que le poids joue, quoi. Et là vraiment, pour moi dans ma tête c'était 5 minutes, mais au final, tu vois, 18h30, 22h, c'était quand même plus long. Mais elle est venue, elle m'a dit t'es dilatée à 6 et l'anesthésiste est venu, il m'a dit non t'es à 9 et elle est revenue, elle m'a dit c'est le moment de pousser, mon gynéco était même pas encore arrivé. Pour moi vraiment ça s'est passé hyper vite parce qu'une fois que tu descends, t'es en pyjama et tout, tu vois, mais il te déshabille et t'as les contractions qui coupent un peu tout, donc en fait t'es tout le temps occupé et ça passe hyper vite. Et ils te mettent la blouse là et ouais, une fois que t'es posée, t'as la péridurale, tu sens plus rien. C'est pas que tu sens plus rien, c'est que t'as plus mal mais tu sens. Et c'est pas du tout désagréable, hein. C'est vraiment, tu te dis, ok, là je sens, c'est comme une envie d'aller aux toilettes en fait, tu vois. Et ouais, ça a été hyper vite. Mon gynéco est arrivé. Alors c'était un vendredi soir, je lui ai dit vous êtes pas bourré, j'espère, parce que j'étais complètement à côté du truc. Il a rigolé, il me dit mais non. Je dis ouais non parce que là c'est mon bébé, faut pas être bourré. Et il m'a dit c'est mais vraiment Émilie... le premier truc qui t'est venu. Ah ouais. Il m'a dit mais on déclenche, donc je savais que ça allait arriver. Je suis pas du tout bourré. Ben vendredi soir 22h. Je sais pas ce qu'il fait moi mon gynéco pendant son temps libre. A priori il était en service, non? Bah en fait, il venait d'arriver chez lui. Il m'a dit je venais d'arriver, j'ai eu l'appel, je suis revenue et en scooter. Okay. Il vit dans le 6, donc ça va, c'était rapide. Et ouais, après j'ai poussé, genre en 7 poussées, elle était là, quoi. Waouh. Ouais. J'imagine qu'il y a des nanas qui vont écouter, qui vont être ultra jalouses parce qu'il y a des, c'est quand même pour un premier accouchement, c'est assez dingue, quoi. Ouais.
Mais c'est bien de le dire parce que pour moi aussi j'allais galérer et en fait non, on galère pas forcément en fait. Oui, je trouve que c'est hyper important de dire qu'effectivement... Quand c'est positif, ouais. Voilà, tu peux aussi accoucher relativement rapidement quand t'es primipare. Ah oui, moi le mot je le dis pas. Mais alors dans la naissance en BD, j'ai appris que à ton premier enfant, donc t'as le col de l'utérus, et au deuxième et au troisième et plus, ça fait pas ça. Mais la toute première fois, ton col doit d'abord donc verticalement devenir invisible en fait, donc se rétrécir à la verticale. Et donc c'est la tête du bébé qui fait que ça descend. Puis une fois qu'il est à 0, ça s'ouvre donc à l'horizontale. Et c'est pour ça que c'est plus long. C'est parce que ça fait 1 puis 2, alors que pour le deuxième et le troisième, le chemin est déjà fait. C'est ça ce chemin qu'on appelle, en fait, moi je savais pas. Donc en fait ça fait les deux en même temps. Ça s'ouvre, ouais je fais des gestes avec mes mains. De choses. C'est pas moi, c'est vraiment la naissance en BD. Hein. Ouais. C'est une BD de Lucille Gomez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 tomes et le troisième sort en automne, parce que je lui ai écrit quand est-ce qu'il sort? Il faut que je le lise avant d'accoucher. Ouais. Et elle m'a répondu hyper sympa, mais non, tu sais faire, t'inquiète. Donc il sort à l'automne. Et je me suis dit, moi qui adore les livres et qui ne les revends jamais, il faut que je les remette en vente et que je les passe parce que ah ouais. Et véridique, je les ai mis sur Vinted et ils sont partis en 4 minutes quoi. Ils sont vraiment vraiment bien. Okay. Pour être honnête, mais je raconte beaucoup ma vie du coup. Moi, j'avais peur d'accoucher, je voulais absolument une césarienne. Vraiment, j'ai changé d'avis 3 semaines avant parce que j'ai lu ces livres. C'était un truc de j'ai trop peur, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai lu ça et vraiment, elle place la femme au cœur de l'accouchement et c'est elle l'actrice du truc. Et je me suis dit, mais elle a raison en fait. Là, j'ai juste les lunettes de la peur, comme elle dit. Mais je sais faire et tout le monde fait ça depuis toujours. Et pourquoi moi j'y arriverai pas? Et surtout, elle te dit aussi que ton bébé il sait faire, qui danse dans ton bassin pour se tordre, pour apetissir son crâne, pour rentrer son menton et hop sortir quoi. Et tu lis ça et tu dis ouais mais là on est une équipe quoi meuf, vas-y on y va. Et la nature est bien faite voilà. En fait. Hein. Je crois qu'on a tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est médicalisée, donc forcément t'as tendance à te dire ok bah en fait tu vas accoucher dans un hôpital etc. Mais depuis des lustres ça se passe sans bien tu vois. Ouais, et puis surtout de nos jours si ça se passe pas bien tout le monde sait faire pour que ça se passe bien quoi tu vois. Mais j'avais tellement peur, je sais pas pourquoi. Mais si, parce que c'est l'inconnu et que tu te dis, mais il faut que je fasse sortir un bébé. Et en tant que femme, c'est un truc de malade. Et en même temps, c'est bien fait parce que au bout de 9 mois, t'as envie que le bébé sorte en fait, tu vois. Oui. Donc t'as envie d'y aller. Surtout que t'es toi-même aussi dans un état physique où il faut que ça sorte quoi. Quoi. Ah ouais, tu sais, tu dois rouler pour te lever du lit, tu vois plus tes pieds. Enfin moi c'était ça, tu vois. T'es là, tout est lourd, t'en as marre des fringues parce que t'es tout le temps dans les mêmes fringues et t'es dans un. Ouais non, c'est. Ma femme à l'époque, elle faisait la rétention d'eau en plus, donc vraiment je la voyais partir. C'était juin, il faisait super chaud. Je la voyais partir le matin, elle avait des pieds comme, elle me disait putain mes jambes c'est des poteaux quoi, tu vois. Je la voyais vraiment partir comme un pingouin, tu sais, partir. J'étais là, oh là ma pauvre. Oui, parce que tu peux avoir tous ces trucs-là, et puis t'as aussi quand t'es pas immunisé contre la toxoplasmose et plein d'autres trucs, tu peux pas manger ce que tu veux. Et 9 mois c'est long, tu vois. J'ai ma meilleure amie qui elle pouvait absolument rien manger. Ce qui passait c'était des chips et des biscottes. Et même l'eau, elle pouvait pas boire, elle buvait de l'ice tea et c'était horrible. Elle a passé une grossesse mais horrible de chez horrible. Par contre, l'accouchement nickel, mais donc tu vois, t'as un truc où à un moment donné t'en peux plus, même quand ça se passe bien comme moi, ou non mais là il faut vraiment que le bébé sorte quoi. Et alors quand ça se passe pas bien comme là les exemples qu'on vient de dire, t'en peux plus, il faut que ça sorte. L'épisiotomie donc. Oh là là, quel mot magique. Déjà, c'est vraiment le pire mot. C'est le pire mot. Moi, je le dis aujourd'hui, je vais te raconter après mon expérience de l'épisiotomie, vraiment en tant que spectateur. On me dit épisiotomie, j'ai vraiment l'échine qui se dresse, quoi. Mais quand tu sais ce que c'est, parce que sinon, quand tu sais pas ce que c'est, épisiotomie, c'est un peu comme chlamydia, tu vois. Tu te dis, ah tiens, c'est quand même mignon comme mot. Et en fait, non. Et en fait, c'est terrible parce que tu vois, je suis pas bien déjà. Ah non, c'est horrible. Et je sais qu'il faut qu'on en parle. Et en fait, je sais que je suis pas bien et c'est terrible parce qu'en fait, je crois que je culpabilise un peu parce que je l'ai pas vraiment vécu. Mais c'est encore pire, je crois. Parce que tu t'imagines, j'imagine que t'as vu le médecin. Je te raconterai. Mais vas-y, d'abord, tu vas raconter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. En fait, t'es venu me dire que. Oui, j'ai plein de choses à dire. L'épisiotomie, déjà, pour ceux qui savent pas, parce que moi je ne savais pas, mes copines me disaient j'ai eu l'épisiotomie, mais tu sais, tu vas jamais regarder ce que c'est, quoi. En fait, ils te coupent le vagin pour que le bébé puisse passer.
Donc il faut imaginer vraiment un ciseau qui te rentre dans le vagin. Bon, tu sens pas quand t'es sous péridurale parce que tout est anesthésié. Je vois ta tête qui grimace, c'est magique. Et dommage que mon portable ne soit pas à côté de moi, je t'aurais pris en photo. Et t'as le coup de ciseau qui, quand t'es en travail, toi, quand t'es donc couché en train de pousser, t'entends juste le clic et tu sais pas ce que c'est. Et donc il te coupe le vagin pour que le bébé puisse sortir. Donc c'est cool parce que ça aide le bébé, mais ce qui est pas cool, c'est qu'après t'as une souffrance indescriptible. Ceci dit, c'est important, je tiens à préciser, parce que je connais quelqu'un qui a pas eu d'épisiotomie, qui a une déchirure de ce fait-là, et là c'était terrible. C'est-à-dire que ils font ça aussi pour prévenir une déchirure. Après, je ne sais pas à quel point ils le font systématiquement ou pas. Il y a plein de débats autour de l'épisiotomie, notamment d'épisiotomie systématique, alors que parfois tu n'en as pas forcément besoin, etc., quoi. Mais ceci dit, mon ami là s'est pris une déchirure et ça a été dur pour elle aussi. Oui, parce que moi, mon gynéco m'a dit qu'il coupait. Eh oui. Je me sens tellement petite nature. Tu sais vraiment que c'était. Enfin bon, bref, vas-y. Non, dis-moi. C'est pas moi le truc. Vas-y. Non, dis-moi. C'est important. Je suis pas bien d'être pas bien, tu vois. Je me dis, mais je suis tellement. Pour moi, c'est vraiment le cliché du mec qui a pas vécu le truc dans son corps et dans sa chair, tu vois, et qui est à côté, qui est là. Oh non. Mais parce que t'as vu et t'imagines, non? C'est ça. Alors du coup, mon gynéco, moi, m'a dit qu'il coupait pour justement pouvoir bien recoudre. À l'inverse d'une déchirure où c'est un peu n'importe comment, mais c'est vrai que ça dépend de où tu vas, parce que j'ai des copines où ils ont laissé se déchirer naturellement, donc je sais pas trop. Et pareil, je lui ai demandé est-ce que c'est systématique une fois que je savais ce que c'était de couper, parce que vraiment il faut pas abuser. Et mon gynéco m'avait dit en fait, moi une fois que le bébé est là, la seule chose que j'ai envie c'est de te laisser tranquille avec lui. J'ai pas envie de passer une demi-heure à recoudre et de vous priver de ce moment, donc non, c'est pas automatique. Après c'est mon gynéco qui est génial, je trouve, mais je peux pas parler au nom de. Je crois que c'est un bon conseil de venir dire de trouver un bon gynéco pour ton accouchement, quoi, d'une manière générale. Ah mais lui, on me l'a conseillé et parce que j'ai dû me faire opérer justement d'un papillomavirus il y a quelques années. Okay. Et je l'ai rencontré pour cette raison-là, et en fait je le trouve génial. Et ah ouais, non, vraiment, moi je veux pas qu'il aille à la retraite. Il va pas du tout à la retraite, mais je suis déjà dans un truc de comment je vais faire quand il sera plus là, quoi. J'en profite pour dire qu'il y a une liste qui existe qui s'appelle Gyn & Co, je sais pas si tu connais. Non. GYN End comme AND et CO que vous pouvez trouver sur internet, qui recense des toubibs et donc des généralistes, des gynécos, des sages-femmes, etc., qui sont, on va dire, validés par la street auquel les personnes vont te respecter en tant que médecin, quoi. Ah bah il faut que je l'ajoute absolument, parce que vraiment c'est. Peut-être, il y est peut-être d'ailleurs, tu vois. Peut-être, je me suis rendu compte en découvrant que notre généraliste à l'époque à Lille en faisait partie. Dedans. Donc c'était cool. Ah c'est trop bien. Parce que tu vois, tout à l'heure je te disais j'avais peur, je voulais absolument une césarienne, et il m'a tout de suite entendu. Et il m'a dit, c'est toi qui décides, c'est ton accouchement, on fait ce que tu veux, tu vois. Il m'a pas du tout, Après, à chaque fois, il me demandait, est-ce que t'as changé d'avis? Parce que du coup, c'est pas du tout la même, c'est une opération, hein, une césarienne. Et 3 semaines avant, quand je lui ai dit j'ai changé d'avis, il y avait pas de souci, en fait, tu vois. Et pareil, il m'a dit, est-ce que tu veux allaiter, tout ça, parce que, on te prépare mieux à l'allaitement. Et j'avais dit, ouais, je sais pas, je verrai. Bon, au final, ça s'est fait tout seul, mais il me jugeait pas du tout, en fait. Je vais l'ajouter, c'est sûr. J'ai fait une digression sur gynéco, mais je trouve que c'est un bon tips. Ouais. Et puis tu vois, même lui, il m'a expliqué que quand j'ai vu que j'ovulais pas régulièrement, pour moi, il fallait tout de suite faire des traitements lourds, les fécondations in vitro, etc. Alors que pas du tout. Il m'a expliqué toutes les étapes avant, notamment ce traitement avec des cachets, des pilules pour ovuler et tout. Et vraiment, il prend le temps de t'écouter, tu vois, et de bien t'expliquer. Ah ouais, non, moi vraiment, je l'aime trop. Mais du coup, c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Tu parlais du fait que ton gynéco t'avait dit qu'il il voulait pas te recoudre sur le moment. Forcément, ouais. Voilà. C'était ça. Du coup, j'avais terminé de dire ça. Okay. Mais alors, donc pendant que je poussais, je l'ai entendu dire je n'arrive pas à attraper son menton. Donc ça, c'était mon bébé. Et mon mec, qui a assisté à tout, m'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc les forceps, ces grosses spatules qu'ils introduisent dans le vagin pour tirer le bébé par la tête, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, il a choisi les ciseaux. Et donc moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau. Et je me suis pas rendu compte de ce que c'était sur le moment, tu vois. Et surtout, t'es tellement dans un truc de je veux que le bébé aille bien.
que tu te dis, il vaut mieux que moi je souffre plutôt qu'il lui attrape la tête, quoi. Et vraiment, une fois que j'ai entendu le coup de ciseau, il m'a dit, tu pousses une fois, te donne tout ce que t'as et elle est là, quoi. Et donc t'es là, tu pousses. Et en effet, j'étais encore en train de pousser qu'elle était là et qu'il l'a passé à mon mec qui me l'a passé, tu vois. Et sur le moment, ben, t'es dans un autre monde et tu vois ton bébé et tout va bien. Et puis une fois que le bébé part, donc avec le papa pour le nettoyer, tout ça, l'habiller, le gynéco qui recoue. Et en fait, comme t'as la péridurale, ça te fait pas mal, mais tu sens l'aiguille. Et là, tu te dis, ah oui, merde, c'est vrai que j'ai eu ça. Et sur le moment, tu sais pas en fait ce qui t'attend. Et ce qui t'attend, en fait, c'est que c'est la partie, je pense, où vraiment, quoi que tu fasses, ça bouge et tu sens que tu te lèves, que tu t'asseyes, même quand t'éternues. Oh, ça, c'est le pire. Tu éternues et t'as mal au vagin, quoi. Donc, en fait, t'as mal tout le temps. Et il faut le savoir. Et ouais, et c'est une douleur. À la maternité, ils te filent des cachets pour pas que t'aies mal, mais c'est des cachets que tu peux pas prendre en continu. Après, à la maison, tu peux prendre du Doliprane, etc. Ça aide un peu, mais tu sens. Et t'en as pour minimum 2 semaines, quoi. Moi, ça a été un peu plus long parce qu'il y avait un point qui voulait pas cicatriser. Et là, récemment, j'ai encore un peu mal parce que j'ai vu que ça avait été recousu un peu fort. Enfin, pas fort, mais c'est assez tendu. J'ai eu peur qu'on me fasse le point du mari. Oui, le fameux. Si vous connaissez pas, il y a eu plein de. Tapez dans Google le point du mari, non, vous allez voir, il y a plein de choses. Horrible. Tu peux expliquer peut-être? Ah oui, bien sûr. C'est en fait le médecin, enfin le chirurgien du coup, te recoue le vagin un peu plus serré, en te disant qu'à toi, ça va rien changer à ta vie, tu vois, mais que pour le mari c'est mieux parce que du coup, t'as un vagin un peu neuf, serré. Un peu serré. Sauf qu'en réalité, ton vagin n'est pas comme ça et que c'est immonde et tu ne peux pas, quoi. Et si tu lis des témoignages sur internet, souvent les meufs se font réopérer pour qu'on lui enlève ce point du mari, quoi. Donc de nos jours, c'est plus pratiqué. Mais comme j'ai encore mal, ça fait 2 mois et demi. Enfin, j'ai pas mal, mais je sens que c'est tendu. J'ai demandé à tout le monde, est-ce que j'ai eu ça? Et en fait, non. 2 gynécos m'ont dit que non, dont d'ailleurs le mien, à qui j'ai posé cash la question, comme le est-ce que t'es bourré, quoi. J'ai eu un engorgement du sein avec l'allaitement, donc j'ai été aux urgences, j'ai demandé à la meuf direct est-ce que j'ai eu le point du mari. En fait, il le voit parce que le vagin est trop tendu et il est pas harmonieux, symétrique. Et j'ai demandé à ma sage-femme, que j'ai encore vue hier, elle m'a dit non, vous l'avez pas. En fait, c'est juste que ça cicatrise comme ça peut cicatriser, vu que c'est toujours en mouvement. C'est un peu plus tendu. Une amie m'a dit qu'elle avait eu pareil et que sa sage-femme l'a massé. Et ma sage-femme m'a massé l'épisiotomie. Et en effet, ça se détend et t'as des crèmes un peu miraculeuses qui font que ça cicatrise mieux, etc., quoi. Mais je ne souhaite à personne d'avoir une épisiotomie. Je sais même pas comment décrire tellement c'est horrible, quoi. Et c'est important, je pense, de savoir que tout ça existe parce que je crois que t'as des carnets de naissance, un truc que tu fais avant où tu dis je veux pas ça, je veux ci, je veux telle musique. Moi, on me l'a pas proposé et j'avais tellement parlé avec mon accoucheur que peut-être que c'est pour ça qu'on me l'a pas proposé. Mais je pense que c'est pas mal de préciser si je peux éviter l'épisiotomie, je préfère. Et dans ces cas-là, il y a les forceps, il y a la ventouse si jamais il y a quelque chose et que le bébé peut pas sortir, quoi. Mais ça gâche un peu l'après. Parce que tu vois, moi qui allaitais, t'es assise, il faut être dans la bonne position, t'as mal, donc tu peux pas. Pour faire l'euro au bébé, il faut que tu te redresses et idéalement que tu sois droite pour que le bébé soit droit sur toi, en fait. Donc, avec l'épisiotomie, passer d'une position à l'autre pour ton bébé, t'arrives pas. En fait, il faut que ton mec soit tout le temps à côté de toi, ton mec ou ta meuf d'ailleurs, soit toujours à côté de toi pour prendre le relais, tu vois, et ça gâche un peu l'après. Je trouve. Ok. Je vois ta tête. Mais je suis pas bien depuis tout à l'heure. Hein. Je veux l'anecdote. Mais en fait, c'est pas vraiment une anecdote, c'est que, enfin, si c'est une anecdote, mais c'est juste que mon ex a un seuil de tolérance à la douleur qui est dingue, tu vois. Et en fait, ils lui ont filé une péridurale avec une pompe, si tu veux, qu'elle pouvait activer elle-même. Ouais. Et donc pendant tout le travail, elle ne l'a pas activée parce que certes, elle avait mal, mais en fait, elle avait pas assez mal, je crois, pour se dire, je vais me mettre un petit coup de morphine. Et elle est courageuse parce que juste, si je peux préciser, le produit fait pas effet instantanément. Alors voilà. Ça dure 10 minutes, je crois. On y vient. Mais d'accord. En fait, effectivement, elle l'a pas activé pendant tout le travail. Et
Et en gros, et tu vois, personne lui a dit. Je trouve que ça aurait été cool que quelqu'un lui dise en prévention. Alors, elle a accouché à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, où vraiment ils sont le personnel est ultra top, tu vois. Mais effectivement, ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de venir dire. En fait, si vous avez pas mal, il faut quand même vous mettre un petit coup. Vous allez voir, c'est toujours cool de peut-être avoir encore moins mal, voire pas du tout mal. Et donc en fait, elle a pas fait ça. Et effectivement, au moment, dans le dernier quart d'heure où il faut pousser pour délivrer, sa péridurale ne faisait pas effet. Et en fait, elle appuyait dessus, tu vois. Et vraiment, parce que vraiment, elle commençait à douiller, elle appuyait dessus. Ouais, mais t'as les 10 minutes et de en fait, battement, quoi. les mecs lui ont dit non, mais laissez tomber, c'est trop tard là. Oh la pauvre. Donc elle a vraiment accouché sans péri. Et en fait, moi, c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais souffrir à ce point-là par procuration, parce que j'étais vraiment à côté, j'étais là, mais t'es en train de douiller comme je t'ai jamais vu douiller. Et puis en plus, tu vois, comme au travail, comme pendant le travail, elle a pas du tout. Enfin, franchement, la meuf, elle jouait à la DS, tu vois, pendant que il y avait d'autres meufs dans les salles de travail qui étaient en train de douiller. Hurler, ouais. Moi, je la regardais, je disais, qu'est-ce qui se passe? Es-tu humaine? Es-tu normale? Ou voir, est-ce que t'es vraiment en train d'accoucher? Qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Mais non, en fait, c'était juste, effectivement, le travail se faisait, mais elle avait pas mal. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, je les ai vus à côté. En fait, t'es à côté, mais en fait, comme t'es à côté debout, tu vois quand même au-dessus du champ, si tu veux. Et je les ai vus préparer des ciseaux. Donc, je savais ce qui allait se passer. Oh. Et ça doit pas être agréable à ta place. Hein. C'est terrible parce que j'ai entendu le coup de ciseau. En fait, elle me dit qu'elle l'a pas entendu. Elle a hurlé. Mais en fait, tu vois, quand je te dis qu'elle a hurlé, ce cri. Je l'ai encore dans la tête aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je crois que je devrais faire un peu de MDR ou de. Ah ouais, non, mais parce qu'elle n'était pas endormie, du coup. Non. Ah. Et en fait, si tu veux, c'était juste elle quand on en a reparlé, après, en fait, elle me dit non, mais moi, si tu veux, j'ai pas eu mal. Ouais, parce que tu souffres ailleurs. Elle est tellement. Et tu sais, elle m'a dit, mais moi, j'étais dans mon truc, en fait, donc je m'en suis pas rendu compte. Et si tu veux, après ce cri-là, j'ai fait le fameux cliché en fait, trop d'émotions, trop de trucs. La sage-femme m'a dit, monsieur, vous êtes tout blanc. Ça va pas, monsieur? J'étais là, je crois pas. Elle me dit, alors, cassez-vous, allez boire un verre d'eau, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ouais, et en fait, donc, je suis sorti et j'ai raté la naissance de ma fille, en fait, parce que j'ai pris, tu vois, genre 5 minutes pour me remettre. Et en fait, Lina, ma fille aînée, était née entre temps, quoi. Et, mais si tu veux, il m'en reste un souvenir vraiment dingue. Mais t'as dû voir en plus le sang gicler et tout. Non, parce que vraiment j'étais à côté d'elle. Ah, t'as pas regardé? Non. Ah oui, mon mec il a regardé, moi, c'est pour ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais non, mais enfin. Il a tout vu. Alors ça c'est pareil, je comprends pas. Mais tu vois, en plus je crois qu'il y a. Non, franchement. Ah putain. Ok, c'est encore pire. Et d'ailleurs, anecdote, tu sais, t'as ce truc de j'ai peur de faire caca pendant. L'anesthésiste m'avait dit, ben non, tout est endormi, donc le caca peut pas sortir. Ouais. Et il m'a confirmé que t'avais pas de caca qui est sorti. Alors, est-ce que j'étais une exception, entre guillemets? Je ne sais pas, mais apparemment, tu fais pas, pour toutes les meufs qui ont peur, tu ne fais pas caca en même temps. Puis de toute façon, sur le moment, tu penses pas à ça. Oui, on s'en fout, puis ça arrive, en fait. C'est pas grave. Mais bon, voilà mon expérience et en fait, j'ai vraiment un vrai truc aujourd'hui, dès que quelqu'un me parle d'épisiotomie et tout. Et je sais, par exemple, tu vois, je me suis fait faire une vasectomie. Et j'ai attendu 4 ans. Et je crois que j'avais vraiment ce truc de la peur des ciseaux. Tu vois, le mec m'a expliqué comment ça se passait et tout. C'est local, machin. Le mec m'a expliqué qu'en fait on allait couper avec les ciseaux et tout. J'ai dit ah non, les ciseaux je peux plus ça te rappelle ça, en fait. Ouais. Ça te rappelle l'épisode. J'ai fini par y aller, tu vois, mais j'ai mis 4 piges avant de ouais, non mais c'est quand même une violence pour le corps. On te coupe à un endroit bien sûr. Et encore une fois, je veux pas faire le mec mais en fait c'est terrible parce que j'ai l'impression de l'avoir beaucoup plus mal vécu qu'elle. Ouais. Parce que elle était là, non, moi t'inquiète. Enfin, elle s'en souvenait même plus, limite, tu vois. Alors que pour moi, ça reste une émotion qui reste encore très présente. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, mon mec, c'est pareil. Je lui demande parfois, tu peux me raconter parce que je me rappelle plus. Et lui me raconte, tu vois, parce que lui, il a vraiment regardé de tous les côtés, quoi. Et je sais pas, en fait. Pareil, ils lui ont dit, si vous vous sentez, vous pouvez rester, vous pouvez regarder. Par contre, si jamais vous vous sentez pas bien, on n'a pas le temps. Vous sortez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on n'est pas là, quoi. Faut pas compter sur nous. Oui. Et en fait, il était chaud. Ouais, non, c'est bon, je suis là. Et il m'a demandé, est-ce que ça te gêne si je regarde? J'ai dit, ben non. C'est un peu un truc unique, tu vois. Si tu veux regarder, vas-y. Et du coup, c'était drôle parce que, genre, quand en fait, moi, je ne savais pas, mais
tu pousses, le bébé sort que quand tu pousses et tu pousses pas en continu. Tu pousses que quand t'as des contractions. Donc en fait, tu pousses. Genre, il y avait le crâne de mon bébé qui était donc à l'entrée de mon vagin. Et ils m'ont dit, si vous voulez toucher, vous pouvez. Et en fait, t'as le bébé bloqué dans le vagin et tu peux toucher son crâne. Ouais. Et étape par étape, t'avais mon mec qui commentait genre... Ouah, je vois sa tête. Ouah, je vois ça. Et en fait, du coup, j'avais un peu en temps réel aussi ce qui se passait. Le commentateur sportif. Ah ouais, non, mais c'était trop ça, quoi. Et le coup, et il m'a dit que quand il avait vu donc les forceps et le ciseau, au début, avec les forceps, il a regardé l'anesthésiste qui lui a fait d'un signe de tête. Non, mais tout va bien, tu vois. Enfin, mon mec a compris que ça voulait dire tout va bien, vous inquiétez pas. Et après, quand il a vu les ciseaux, je crois pas qu'il ait fait de cris genre ou un truc comme ça, mais pareil, il m'a dit après coup. Qu'il ne voyait plus du tout les femmes mamans de la même manière parce qu'il a vu ce que c'était l'épreuve de l'accouchement plus ce truc de l'épisiotomie, tu vois. Il m'a dit t'étais violette parce qu'il faut pousser, il faut tout donner et alors je sais pas si tout le monde pousse de la même manière, enfin te disent de pousser de la même manière dans toutes les cliniques, mais moi c'était vraiment vous attrapez vos cuisses, vous prenez une grande respiration, vous bloquez la respiration et vous poussez. Donc en fait tu deviens violet quoi. Et il me disait t'étais violette, je voyais ça, je voyais que c'était un effort, j'ai entendu le coup de ciseau, j'ai vu tout le sang et il avait un peu ce truc comme toi de je sers à rien et c'est tellement un truc de malade que tu peux pas te sentir autrement qu'inutile. Même si toi, tu peux rien faire parce que t'es un mec, t'as pas choisi d'être un mec, tu vois, et que t'avais plein d'émotions comme ça de mais qu'est-ce que je peux faire et en même temps rien et qui comprenait la douleur via moi alors qu'il la ressentait pas. Enfin, c'était vraiment. C'est vraiment, je te dis, la souffrance par procuration. Ouais. Je pensais pas que c'était à ce point-là possible. C'est ça. En fait, t'as ta femme que t'aimes, tu vois, et que tu vois être en train d'hurler comme ça, et en fait, pour finir par donner naissance à un truc qui vous appartient à tous les deux. Mais franchement, enfin moi je me suis juste dit, ok, j'ai compris pourquoi tous les mecs on était des bébés cadom quoi, tu vois. on a juste, comment tu veux, enfin je sais pas. Ouais, mais c'est pas de votre faute en fait. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon mec, c'est que la nature est faite comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, il y a à la fois un truc de, en fait j'arriverai jamais à vivre ce qu'elle a vécu, tu vois, et ce que t'as vécu. Donc il y a un truc un peu de en vrai, tu peux qu'imaginer. En tant qu'être humain, je crois que je serais pas complet, tu vois, par rapport à elle. Et d'un autre côté, ce truc de j'aurais vraiment pas voulu être à ta place en fait. À aucun moment. Tu m'étonnes. Il y a des vidéos là qui ont tourné à un moment donné où ils faisaient tester les. Ah oui. Ils faisaient tester la douleur des contractions à des mecs qui étaient en train de crever. Ah mais c'est ça. Et en plus c'est un truc, c'est même pas les vrais quoi. Mais mon mec m'en a parlé et je crois ils ont aussi fait où tu portes une boule de bowling. Ah ok, non. Selon les étapes de la grossesse parce que du coup c'est pas le même poids. Et que pareil au bout d'une journée genre ils étaient cuits, mais c'est pas pareil parce que là c'est méchant, on se moque d'eux genre ils tiennent qu'une journée, mais c'est pas pareil parce que toi c'est à l'intérieur de toi, tu sens bouger, enfin tu vois c'est pas le ça même vient petit à petit en plus, je crois que t'as tendance à t'habituer. Enfin bon, moi j'en sais rien, mais d'une manière générale il y a un vrai truc où moi ça m'a vraiment fait dire ok, juste les meufs sont des warriors en fait. Depuis que j'ai accouché, c'est ce que j'arrête pas de me dire et je me dis putain c'est fou, on est dans une société où c'est vraiment l'homme et il y a pas de souci, si il y a un souci. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pardon. Non, il y a un vrai souci. C'est intégré chez toi. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est intégré et une fois que déjà même sans donner l'avis, tu te dis mais non. Et parce que sur plein de points, tu vois, sans vouloir entrer dans des débats féministes, mais quand tu vois qu'il y a certains pays qui sont gérés par des meufs et que ça se passe bien, tu te dis mais déjà d'où ici on peut pas et vous nous prenez pas au sérieux. Plus une fois que t'as donné la vie, mais là t'es dans un truc de, moi je sais que je suis beaucoup moins tolérante aux histoires de mes amis, en tout cas pour le moment, genre là je suis fatiguée, là j'arrive pas à rendre ce projet à temps, machin, parce que t'es dans un truc de tes amis qui ont pas d'enfants donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, pardon, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais t'es dans un truc de non mais en fait là j'ai fait un truc de malade qui est pas anodin. J'en parle très peu parce que je veux pas saouler mes potes avec ça et tout, surtout ceux qui ont pas d'enfants. Mais on peut pas banaliser ce truc-là qui est quand même le truc d'une vie et une fois que tu l'as vécu, tu t'en rends compte parce que c'est un truc de malade en fait et c'est inimaginable en même temps, donc tu peux pas en vouloir aux gens ni aux mecs, tu vois. Mais t'as vraiment un truc où tu vrilles, quoi. Mais dans le bon sens du terme. Dans quel sens alors ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, par vriller ? Où tu te dis... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment une fierté d'avoir donné la vie. Et tu te dis, t'as déjà ça. Et
Tu vois là, j'arrive à faire des projets, à venir, à parler, à profiter des moments, et tu te dis... Alors que t'as encore mal à la chatte. Alors que j'ai encore mal à la chatte, putain de bordel de merde. On va parler de sexe aussi, il faut pas que j'oublie. Ah oui. Je me tais bientôt. Non mais c'est juste que... Enfin, je me tais sur ça. Non, pas du tout. C'est juste... Parce que sinon je passe la journée ici. Non mais c'est que tu te dis, ok, j'ai donné la vie, j'ai mal, mon corps est pas encore remis, je rentre pas dans mes fringues, là mon jean il est fermé mais il fait mal au ventre, tu vois. Plus tu dois t'occuper de ton bébé, faire à manger, l'allaitement c'est vraiment éprouvant, c'est vraiment un taf quoi, tu vois. Et t'arrives en même temps à bosser, tu vois, t'as le livre qui sort, tu dois aller faire les dédicaces et machin, et t'arrives tellement à pousser loin ta barrière de fatigue et de capacité que t'es moins tolérante à ta vie d'avant. Et en même temps, à nouveau, tu peux pas en vouloir aux gens d'être à leur barrière à eux et de te parler de leur quotidien, parce que c'est leur quotidien, tu vois. Mais c'est ça, quand je disais je vrille un peu, c'est que je suis un peu moins tolérante pour le moment, tu vois. T'as la sensation que ça t'a rendue plus forte? Ouais, grave. T'as bien résumé ce que j'ai dit pendant une demi-heure. Non, mais c'est cool que tu l'aies dit comme ça aussi, quoi. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Et déjà avant, j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Vraiment, c'était un truc de tout est facile et tout est accessible et il n'y a pas de limite. Mais alors là, je suis vraiment dans un truc de ah ouais, non, mais je peux faire le tour du monde à pied en 10 minutes, en fait, vraiment. J'exagère. Mais il y a un truc de... Avec un porte-bébé, donc. Ouais, je suis avec un porte-bébé. Non, j'ai pas encore réussi à m'en servir, j'ose pas. Mais vraiment, ce truc de warrior, comme tu disais, de les meufs, en fait, on est vraiment... j'ose le dire, genre au-dessus, tu vois. Pas le droit de le dire. Ouais, je sais. Je vais pas te regarder en disant eh ben bravo elle la meuf. Elle se prend pour qui? Non, t'as vraiment le droit de le dire. C'est cool. Mais il faut le vivre, ouais, pour rentrer dans le délire là, je pense, parce que du coup c'est pas sympa pour les autres. En plus, quand tu galères à tomber enceinte et tout, c'est pas du tout un jugement, hein. C'est vraiment que ça te met psychologiquement plutôt, pardon, dans ce délire là, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Parlons cul. Avec plaisir. Non, mais alors, je sais que tu m'en parlais juste avant, tu vois, en me disant que pour l'instant c'était vraiment no way. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible parce que déjà ça fait mal. Et surtout, moi j'ai regardé comment j'étais recousue. J'ai regardé ce qu'il m'avait fait parce que sinon j'ai peur de toucher, de faire pipi. Ouais. Même quand tu vas aux toilettes pour faire caca, il faut savoir que la grossesse peut constiper. Et t'as beaucoup d'hémorroïdes, notamment quand tu pousses. Donc en fait, t'as déjà peur d'aller aux toilettes. Tout ça, on vous le dit pas. Non, on ne le dit pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ose le dire. Parce que beaucoup de gens osent pas te le dire. Après, quand tu poses la question, c'est oui, moi aussi j'ai eu ça, tu vois. Mais il faut vraiment le dire, en fait. Il y a des femmes qui gardent des hémorroïdes toute leur vie après, quoi. Ouais. En fait, moi, je pense que j'en ai en interne parce que ça fait encore mal. Et ma mère me disait que elle a gardé ça pendant des années, tu vois. Et je disais, mais j'ai mal, vous croyez que j'ai ça et tout. Et en fait, oui, c'est une des conséquences de l'accouchement, quoi, parce que t'as tellement poussé que les tissus sanguins sont inflammés, ça fait des hémorroïdes, et en fait, c'est le temps que ça revienne, quoi. Ton corps, il est là. Pourquoi? Ouais, c'est ça, genre, il te déteste. Ton anus, il est là en mode manif. Putain! Non, mais en fait, du coup, c'est vrai que t'as peur de tout, donc d'uriner, de déféquer, pour le dire poliment, mais moi j'ai regardé en tout cas parce que vraiment ça me rassurait de savoir comment c'était. Ouais. Parce que moi c'est donc du côté droit et je me disais bon ok, si je m'essuie en allant par la gauche, peut-être que j'aurais moins mal, etc., etc. Et puis ma sage-femme a fait des photos aussi pour voir l'évolution et donc du coup je lui ai dit envoie-moi les photos meuf. Donc j'ai un super album souvenir. Super. Bientôt sur l'Instagram d'Emilie. Ouais. Pour faire la promo du podcast. Je vous mettrai l'Instagram d'Emilie si vous voulez aller voir. T'as une super photo de toi enceinte. Oui. J'ai gagné ce shooting photo par une nana qui est géniale, Magali donc. Et j'attends impatiemment les autres photos parce que je dois avoir 10-15 photos différentes et j'en ai eu que 2 pour le moment. Je vous mettrai l'Insta d'Emilie sur... Mais elle est top. Dans les notes de l'épisode. Voilà. Oui, et elle fait gagner donc des shootings photos... C'est super. Et donc bref, donc tout ça pour dire que c'est tendu, t'as peur, t'as mal, et forcément quand t'as déjà peur d'aller aux toilettes, donc un besoin naturel, comment tu veux te dire ok là j'ai trop envie de ken, c'est parti. C'est impossible en fait. Et ton cerveau a débranché ce... Il a peur mon cerveau, mais vraiment c'est une crainte et j'en parlais avec une copine qui a une épisiotomie où c'était donc tendu aussi, celle qui m'a dit il faut masser etc. Et c'est sage-femme, c'est hyper dur à dire sage-femme, pas du tout, qui lui a dit là votre devoir c'est si vous en avez envie bien sûr donc de reprendre une activité sexuelle, c'est pas de vous forcer mais d'essayer. Et si ça veut pas,
vous arrêtez en fait, il n'y a pas de souci. Mais juste, il faut débloquer psychologiquement ce truc de ça va craquer, ça va faire mal. Parce qu'en fait, une fois que c'est recousu, ça craque plus. Mais quand t'as mal, t'as peur que ça recraque en fait. Et donc du coup, moi je suis complètement là-dedans. Et c'est inimaginable. C'est-à-dire que vraiment, quand je pense à mon vagin, je me dis j'espère qu'il va aller mieux. Je me dis pas ah tiens, ça fait longtemps, tu vois. Alors que si j'y pense à l'acte et tout, je me dis c'est vrai que c'est cool et tout, ça fait du bien, ça pourrait vraiment faire du bien en plus maintenant. Mais t'as un blocage quoi. Ok. Ah ouais. Mais t'as conscience de ce blocage, donc c'est déjà un déjà premier bien. Pas. Ouais. Et surtout on en parle à fond avec mon mec parce que souvent je lui dis putain je suis désolée, je suis sûre que t'es frustrée et tout. Oui, j'allais te demander est-ce que t'as de la culpabilité? Par moment ouais, mais en fait mon mec il est top parce que comme il a vu l'accouchement, il m'a dit non mais ça c'est mon problème, c'est pas du tout le tien, tu t'occupes pas de ça, j'ai vu, je sais que t'as mal. Et il est dans un truc de c'est toi qui reviens vers moi quand tu veux en fait, tu vois. Il est non mais vraiment quand je te disais tout à l'heure ça fait 4 ans et pour le moment c'est bon. On revient à ce truc de n'hésitez pas à faire un enfant avec un mec bien quoi. Voilà, ouais, vraiment n'hésitez pas, c'est une bonne idée. Mais tu vois parce que mes copines sont choquées de me voir en forme et je dis non mais en fait moi je fais pas les nuits, c'est mon mec qui fait les nuits. Et elles sont choquées, genre ah bon, mais comment ça se fait? Je dis mais parce qu'en fait il m'a vu accoucher, il a vu l'épreuve et il voit que je suis au bout de ma vie, j'ai la fatigue physique et aussi psychologique. Il voit que j'allaite, que toutes les 3 heures t'es de nouveau en train. Et pour lui le seul truc où il est utile, tu vois, on parlait de ça, c'est de me laisser me reposer. Et donc du coup il y a plein de moments où tu veux te reposer, vas-y tiens là je te réveille pas demain matin parce que du coup lui il est complètement cuit, dors jusqu'à pas d'heure, comme j'ai mal au dos, j'ai mal partout aussi, tu vois, vas-y prends ton temps. Mais t'hésites pas aussi à lui demander de l'aide et à te montrer vulnérable cette là? Comment ça si, il y a des moments où genre je pleure et je lui dis là j'en peux plus, là tu vois il va bosser, il va partir et tout, je vais être toute seule pendant 4-5 jours avec la petite, donc jour et nuit. Je lui ai dit jeudi moi je fais ma vie parce que du coup je l'allaite moins, maintenant elle est en mixte, donc du coup j'ai moins la culpabilité aussi d'être à la maison parce que ça la culpabilité c'est toi et ton cerveau hein. Et j'étais dans un truc de après je déjeune avec une copine, après je fais ci, après je fais ça et je rentre quand je rentre en fait, tu vois, parce qu'au début j'osais pas du tout. Et pour être vraiment honnête, au début quand je m'occupais pas de la petite, mais genre 10 minutes, c'est-à-dire est-ce que tu peux la prendre l'endormir, je culpabilisais tellement que je lui disais si tu veux prends ta soirée, prends demain aussi, genre il me rend service et il peut lui profiter à fond parce qu'il m'a rendu service 10 minutes, mais ça c'est pas possible en fait, c'est le père, tu vois. Et je lui en ai parlé et il m'a dit mais non mais t'es taré, moi je suis content de m'en occuper, mais comme vous avez un lien, que tu l'allaites, il veut pas non plus déborder, tu vois, et parce que j'ai beaucoup parlé de tout ça, il peut pas réaliser ce qui se passe dans ma tête en tant que maman. Et quand t'es maman, t'es genre, enfin en tout cas moi, je peux pas faire une généralité, je suis persuadée de mieux savoir que tout le monde et de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est pas vrai. Parce que parfois elle pleure, je sais pas ce qu'elle a, et je lui chante une chanson de La Belle au bois dormant que je lui chantais quand elle était dans mon ventre. Et j'ai l'impression que juste en la serrant dans mes bras, en posant mes lèvres entre ses sourcils là où ça sent trop bon, et ah ouais non mais cette odeur et de lui chanter mon amour je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, qui est donc du coup mon bébé je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, que genre je peux guérir toute la terre entière même, tu vois. Et genre quand il me voit comme ça en train de chanter ça, il veut tellement pas couper ça qu'il me laisse toute la place que je veux et il s'efface un peu, tu vois. Et donc du coup maintenant on en parle, je lui laisse beaucoup plus de place, tu vois, je pars toute la journée, il joue avec elle, il est content, je rentre, ils sont hyper contents, genre on a passé elle je sais pas, mais genre on a passé une super journée, tout ça, et la culpabilité se calme. C'est un vrai sujet, hein, tu vois, de réussir à trouver chacun sa place, ouais. Aussi rapidement. Et en plus, je trouve que ça se joue vraiment dans les premières semaines, quoi. Faut pas hésiter à beaucoup parler. T'as la fatigue en plus qui vient te mettre des tacles et qui vient peut-être te rendre plus irritable, etc. Donc c'est d'autant plus important de réussir à parler, quoi. Quand tu parles et que t'oses dire, et même pleurer et tout, tu vois. Nous, on s'est jamais engueulé encore. Bon, ça fait que 2 mois et demi. Mais on est épuisé, donc on a souvent des fous rires pour des conneries, mais vraiment genre des vraies conneries, quoi. Et du coup, ça crée une autre complicité parce que comme tu te montres à 100%, l'autre ne te juge pas, parce que même s'il vit pas ce que tu vis, il essaye de comprendre. Et tu vois, moi, il y a eu plein de fois où j'ai pleuré. Bon, t'as aussi la chute d'hormones et tout qui joue, tu vois. Mais je disais, je l'aime, c'est vraiment, je pense tout le temps à elle, c'est ma vie, c'est tout. Mais j'en peux plus de m'en occuper, en fait, tu vois. Et je pleure de culpabilité de penser ça. Et alors, c'est pas du tout possible, mais je me dis, oh, la pauvre, elle doit ressentir que j'en peux plus de m'occuper d'elle et tout. Et en fait, il me dit, mais non, mais elle peut pas lire dans tes pensées, tu vois, donc calme-toi.
Et c'est là où il me disait, vas-y, je m'en occupe, monte, regarde une série, dors, fais ce que tu veux. Et lui, c'est pareil. Parfois, il s'en occupe. La nuit, elle a pas dormi. Il est au bout de sa vie et il me le dit, ouais, j'en peux plus et tout. Et donc, du coup, je suis là, bah, vas-y, je fais la nuit cette nuit, tu vois. Et du coup, tu t'engueules pas parce que tu t'écoutes, tu t'entends, tu te respectes, tu respectes les besoins de l'autre, les problèmes. Et je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais vraiment, nous, on s'est pas embrouillé depuis. Alors que parfois des potes me racontent qu'ils s'embrouillent parce que quand tu donnes du lait en poudre, il faut faire des cuillères à raser, donc raser, je sais pas comment on dit. Je sais pas. Mais bon, ou c'est plat au-dessus, quoi. Et genre, ils l'ont pas fait, donc la meuf gueulait sur son mec, mais putain, c'était pas comme ça et tout. Et genre, ça prend des proportions de dingue parce qu'il y a des non-dits. Alors que là, quand tu dis putain mec, tu l'as mal changé sa couche, regarde le truc il est mal mis, t'aurais pu faire un effort. C'est une connerie, mais comme tu ressors le truc tout de suite, ben tu t'embrouilles pas 4 jours après, quoi. C'est voilà. Important. Alors que tu ne couches pas avec la personne, donc tu pourrais dire aussi il y a de la frustration, du manque de sexe. Et en fait non, quoi. Déjà, on peut dire qu'il y a vraiment moyen de faire du sexe. Oui, c'est vrai. Sans forcément avoir une pénétration vaginale, quoi, tu vois. Ouais. Après, j'imagine que toi, t'as vraiment pas envie qu'on te touche là, du tout, dans toute cette zone. Non, et en plus, il y a un truc un peu chelou. Ah ouais, non, ouais. Bah parce que ça fait mal. Ouais, mais en plus, il y a un truc de mon bébé est passé par là. Et maintenant, elle est là tout le temps et j'y pense tout le temps. Et quand je me projette à la prochaine fois, donc où il y a un rapport, j'ai peur d'être focalisée encore sur elle et de penser à elle parce que je pense tout le temps à elle. Et du coup, je trouve ça hyper glauque. Okay. Parce que je me dis, bah non, sur le moment, t'es dans autre chose, tu vois. Mais tu sais, tu te dis, le bébé, il dort à côté et tout. Enfin, je me fais des films qui ne jouent pas en la faveur de la reprise de la vie sexuelle, tu vois. Et alors que toutes mes copines m'ont dit, mais non, pas du tout. Même j'avais peur qu'avec l'épisiotomie et tout, les sensations soient différentes. Mais ça touche pas du tout au clitoris, en fait. Donc, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais ça viendra. Ouais, non, moi je me force pas. Et puis vraiment, mon mec, comme je te disais, il est hyper respectueux en fait, tu vois. Oui, et en puis vrai, vous allez vous retrouver à le grand classique, tu vois, de vous êtes en train de baiser pendant une sieste et en fait ça se fait naturellement. Ton môme à ce moment-là va se réveiller. Tu vois, il y a une super chanson d'Hippocampe Fou, je sais pas si tu connais, qui est rappeur sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, qui parle de ça justement. Il est en plein rapport avec sa meuf et puis il va embrasser son fiston pour. Il dit j'ai encore la bouche qui pue la chatte de ta mère. Oh non. C'est très poétique. Ah ouais, je vois ça. Et c'est marrant. Bah c'est surtout vrai. Parce en que plus. c'est la vie. Voilà, ouais, c'est la vraie vie, quoi. Mais en fait c'est ça, c'est que quand elle dort, tu te dis bah là il faut faire tout ce que tu peux pas faire quand elle dort pas. Et c'est vrai que pour le moment, en plus vu que j'ai mal, moi il y a pas reprendre une vie sexuelle, tu vois. Et mais c'est normal en fait. Je pense qu'il faut se laisser tranquille. Oui. Il faut pas te dire il faut absolument le faire, tu vois. Bon après, moi j'ai de la chance que ta sage-femme, tu vois, je trouve ça intéressant que ta sage-femme dise, en fait, il y a un moment donné où il faut aussi, tu vois, dépasser la peur. C'est comme sauter dans le vide, quoi, tu vois. Tu fais un saut, quoi, tu vois, et puis tu vois bien ce qui se passe, tout en te respectant et en n'oubliant pas de te respecter. Mais c'est ça. Et puis tu vois, quand je lui ai dit, je trouve que c'est tendu. Même elle, tu vois, quand elle met ses doigts et tout pour la rééducation du périnée notamment. Je savais pas que c'était comme ça, qu'il fallait contracter ses doigts qui sont donc dans toi. Mais elle dit, vous me dites quand je peux y aller, prenez une grande respiration, tu vois, très respectueuse de moi. C'est pas genre, allez, vas-y, écarte les jambes et hop. Et elle touchait tout doucement l'épisiotomie. Et elle me disait vraiment, c'est bien cicatrisé, ça peut pas craquer. Et elle massait tout doucement. Est-ce que ça fait mal et tout. Et en fait, comme elle prend le temps et qu'elle est vraiment patiente, respectueuse et tout, tu te détends. Et tu te dis, ok, donc si elle masse et qu'elle touche et que ça se détend un peu, c'est que c'est bon signe. Quand elle est à l'intérieur et qu'elle masse de l'intérieur aussi, donc le point tendu, ça fait un picotement au début, une sensation de brûlure, mais en fait ça va mieux. Et tu te dis, en fait, si tu te projettes avec ton mec à un rapport et que t'es pas obligé d'avoir une pénétration, tu vois, et que tu parles, et moi c'est ce qu'on fait, tu peux dire aussi, attends là ça fait mal, stop, tu vois, et reprendre progressivement comme ça. Et ça c'est génial. On revient à la communication. Ah ouais, non, mais c'est dans le la sexe, base de quand même, c'est très bien de communiquer pendant le sexe. Ouais, pas que des t'aimes ça salope. Enfin, je sais pas si les gens font encore ça, mais c'est pas ça la communication. Ça peut être un mood, mais t'es pas obligé de le faire. Vrai. On se juge pas. T'es pas obligé de le faire pour ta première fois. Après l'épisiotomie.
Pas du tout dans le mood. T'aimes ça, salope? Non, j'ai mal en fait. C'est ça que oui, je sais que t'aimes avoir mal. Non, là vraiment, c'est pas... Au secours. Oh non. Merci beaucoup, Émilie. J'en profite pour dire que tu viens de sortir un bouquin chez First qui s'appelle Un mec, c'est comme un appart, sous-titré. Plus le temps passe, plus les vices cachés apparaissent. Voilà. Ouais. Bon, apparemment, tu parles pas de ton mec actuel. Si. En plus. C'est le dernier chapitre. Ok. Spoiler. Mais si, donc c'est. Donc il y a des vices cachés alors. Je peux pas le dire maintenant. Ok, oui, oui. Ouais. C'est un poil trop tôt. Mais en gros, c'est ça. On m'a toujours dit qu'il fallait pas comparer deux relations amoureuses les unes avec les autres. Donc j'ai décidé de comparer des relations amoureuses avec des appartes parce qu'il y a tellement de points communs. Donc ça, c'est un petit peu le pitch. Et c'est vrai que j'ai comparé pas mal de mes relations, 9 pardon, en l'occurrence, avec des appartements. Et moi, ça m'a bien fait marrer de l'écrire. Ça a bien fait marrer mon éditrice aussi, donc je me dis que ça peut faire marrer pas mal de gens. Et ce qui est cool, mais que j'ai pas réalisé au moment où je l'écrivais, c'est qu'il y a quand même une part de psychologie. Tu vois, dans ce truc de, tu recherches la communication, tu recherches un mec pas taré, un mec sain. Enfin, bon, là, je dis un peu des synonymes pour pas spoiler le truc, parce que forcément, un chapitre amène un autre point. Mais ouais, non, je suis assez géniale sur ce coup-là. Je rigole. Non, mais tu disais que il y a beaucoup d'aspects psychologiques. De quoi tu parles, par exemple? Dans le livre, en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, parce que je raconte donc des vraies histoires qui me sont arrivées et d'autres qui sont inspirées de mes amis aussi. Mais à chaque fois, il y a la toile de fond est très psychologique et peut-être que ça, d'ailleurs, j'espère que ça parle aux hommes autant qu'aux femmes. T'as une première histoire d'amour, et puis quand tu te sépares, tu te rends compte, en fait, que tout ça n'allait pas, et que chez la prochaine personne, tu ne veux plus tout ça. Et donc, à chaque fois, tu te rapproches de ton idéal, et c'est ce que le livre, en fait, raconte. Chapitre après chapitre, la nana... Trop bien. Trouve un peu son idéal, tu vois. C'est pour ça que je disais, le dernier chapitre, si, c'est mon mec, même si du coup, c'est pas... Oui. C'est pas forcément fini, entre guillemets. Voilà. Et puis, c'est pas forcément un vice. Oui. Tu vois. Ça me fait penser, et j'en profite pour les gens qui sont dans ce truc-là, c'est qu'il y a une série qui s'appelle Love Life chez HBO, donc que vous pouvez trouver sur OCS en France, avec Anna Kendrick, qui est, tu sais, la meuf qui joue dans Pitch Perfect notamment. Et en fait, un épisode de cette série égale une relation. Ah, ok. C'est trop intéressant parce qu'effectivement, elle fait ce chemin-là. Donc si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode des Biscuits de la vie, j'ai un podcast de reco et en fait je vous mettrai le lien dans les épisodes si vous voulez aller écouter parce que ça me fait un peu penser. Alors c'est pas oui, non, mais c'est pas du tout d'appart, mais si tu veux, dans l'idée de faire avancer petit à petit, tu vois, ton histoire amoureuse, et qu'en fait chaque histoire finit par te construire le truc dont t'as envie, tu finis vers lequel tu finis par arriver, quoi. Et avoir conscience de ce que tu veux, enfin vraiment ça t'approche. C'est pour ça que je disais c'est comme un appart, parce que pareil, tu commences par un studio que tu peux à peine te payer. Et après, tu finis dans une villa ou j'en sais rien où. Mais c'est trop ça, c'est vraiment d'aller vers ton idéal, mais surtout d'oser aller vers ton idéal. Parce que souvent, t'oses pas, t'as peur d'être seule avec l'âge et toutes ces conneries, tu vois. Et en fait... moi, je me suis bien marrée. J'en avais fait un podcast d'ailleurs aussi. Et quand j'avais eu les retours de ça m'aide et tout, ça me rappelle telle histoire, je me suis dit, bon, vraiment, là, il faut que ça sorte en livre, quoi, parce que j'adore les livres. Trop bien. Et voilà, c'est mon deuxième petit bébé de l'année. Tant qu'à faire, autant tout faire. Ah ouais, là, ça y est, c'est l'année des bébés. Mais pas un seul vrai bébé. Et après, c'est les bébés, les projets, quoi. Parce que les épisiotomies... 2 secondes, ça va 2 secondes. Non, c'est pas systématique en plus. Pour le deuxième, il n'y en aura pas. J'y crois. Merci beaucoup, Émilie. Mais merci. C'était super. Ah bah tant mieux. Vraiment, j'ai kiffé. Même si j'étais pas bien pendant toute une temps. Ah ouais, j'ai vu, c'est pour ça. Je dis tant mieux parce que vu ta tête. C'est vraiment très cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Salut.